Le ciel, c'est le pâturage des anges. Ils sont bien heureux. Ils n'ont pas à prendre soin du manger et du boire. Cher Jacques Roumain, je t'écris pour te parler des affaires de la terre, pas des affaires du ciel. Et la terre, comme tu le dis, c'est une bataille, jour pour jour. Dans ton roman « Les gouverneurs de la rosée », tu racontes justement cette bataille des paysans haïtiens. Il t'inspirait tant, toi, l'écrivain, le poète, l'homme politique engagé, mort trop jeune en 1944. Toi, dont on disait que tu étais un capitaine de l'espérance, parce que tu portais dans tes luttes cet espoir dont Haïti a tant besoin aujourd'hui. C'est traître la résignation. C'est du pareil au même que le découragement. Cela vous casse les bras. On attend les miracles avec la providence, chapelet en main, sans rien faire. On prie pour la pluie, on prie pour la récolte. On dit les oraisons des saints et des lois. Mais la providence, laisse-moi te dire, c'est le propre vouloir du nègre de ne pas accepter le malheur, de dompter chaque jour la mauvaise volonté de la terre, de soumettre le caprice de l'eau à ses besoins. Et il n'y a pas d'autre providence que son travail d'habitant sérieux, pas d'autre miracle que le fruit de ses mains pour manger. Je voudrais te présenter un homme jamais résigné et qui ne veut pas croire aux malédictions. Le frère Armand Franklin, fondateur des Petits Frères de l'Incarnation. Il est question de détermination. Et c'est ça qu'il faut. Ce n'est pas l'argent qui manque en Haïti. Ce n'est pas des gens préparés. C'est des gens déterminés. Les gars têtus, ils disent, m'a fait ça, m'a fait quand même. En Franklin, je découvre un autre capitaine de l'espérance. Chaque matin, paysan parmi les paysans de son pays, il met lui aussi la houe à l'épaule. Les hommes s'en allaient, la houe à l'épaule. Le jardin à nettoyer était au tournant du sentier. Les voilà, Jacques, ceux que tu appelais les habitants du grand courage. On a si souvent réduit leur image à celle d'un peuple mendiant, avec 2 $ par jour et pour seul repas des galettes de terre. Les voici, tels que tu les as décrits, dès le petit jour, attaquant le pelage de la terre. Parce que le jardin ça n'a fait là, c'est pas jardin, c'est pas jardin, c'est jardin nous toutes. Il disait, frère, merci, oui, merci. Question de politesse. Parce qu'un service, ça se prête de bon vouloir. Aujourd'hui, je travaille ton champ, toi, demain, le mien. L'entraide, c'est l'amitié des malheureux, n'est-ce pas?
Haïti, ce n'est pas un pays pauvre, c'est un pays appauvri. Et c'est un pays qui a énormément de richesses dans son sous-sol. Mais, in fine, on dirait que nous avons le choix de faire de ce pays un État mendiant. Et ce n'est pas bon d'en faire un État mendiant. Et c'est tout ça qu'il faut changer. Le 12 janvier 2010, Port-au-Prince au pied d'argile s'est effondré sous son béton. Les dégâts sont considérables. 250 000 morts, plus d'1 million de sans-logis et une ville aux 3/4 anéantie. Chers amis de mon pays et du monde entier, j'ai finalement le courage de prendre une plume pour rédiger ces quelques lignes. Je suis effondré, terrassé, anéanti. Le nombre de gens qui perdent la tête sont nombreux. Des amis de partout m'appellent pour me dire « Je n'ai plus de maison. Mes enfants sont morts. J'ai perdu 2, 3, 4 enfants. Mon mari, ma femme. » Est-ce réel tout ce que je vois de mes yeux et tout ce qu'on me raconte? Mais c'est un peu comme ça dans notre histoire. Vous voyez, donc quand il y a un effort qui est fait, paf, il y a quelque chose qui vient et qui empêche l'évolution. C'est pour ça que j'ai dit toujours que Haïti est le pays roseau, okay, qui plie mais qui ne rompt pas. Sur la route qui mène au plateau central, je me rappelle lorsque Manuel, le héros de ton roman, revient au pays alors que sa mère l'attend. La vieille d'Elira pense à son garçon, Manuel qu'il s'appelle, parti il y a des années, couper la canne à sucre à Cuba. Il doit être mort maintenant en pays étranger, répète-t-elle. Il lui avait dit une dernière fois « Maman ». Elle l'avait embrassé. Il dit au chauffeur du camion « Arrêtez ». Le chauffeur le regarda étonné, mais ralenti. Pas une case en vue. On était en plein mi-temps de la grande route. Il n'y avait qu'une plaine de bayaondes, de gommiers et de halliers parsemés de cactus. Quand je suis parti, il n'y avait pas cette sécheresse-là. L'eau courait dans la ravine. Pas en quantité pour dire vrai, mais toujours de quoi pour le besoin. Et même parfois, si la pluie tombait dans les mornes, assez pour un petit débordement. Manuel se remémore l'eau pure et un paysage verdoyant. Mais ce n'est un secret pour personne. Le capital forestier de l'île est presque épuisé. 60% de couverture végétale dans les années 20, 40% dans les années 50. Aujourd'hui, elle est de 2%. D'abord, les bois rares ont servi à payer la dette envers la France, le prix scandaleux de l'indépendance d'Haïti, exigé par le colonisateur. Puis le déboisement s'est poursuivi sous l'occupation américaine entre 1915 et 1934. On a eu à payer notre dette de dépendance. On a eu à payer une facture très lourde aussi après l'occupation américaine. Et le peuple s'est saigné en quatre en se sacrifiant pour pouvoir éteindre donc, la dette que nous avions et que nous reprochait tout le temps. Alors quand il y avait une initiative, on nous disait il ne faut pas oublier que vous êtes endettés, etc., etc. Jacques, déjà tu dénonçais la déforestation comme cercle vicieux de la pauvreté en Haïti.
Et ton Manuel s'exclamait: « Mais pourquoi foutre avez-vous coupé le bois ?» Mais pourquoi foudre avez-vous coupé le bois? Les chênes, les acajou et tout ce qui poussait là-haut. Même ça, il y a longtemps, il a commencé à écraser. Et je n'ai pas décidé de rester là-dedans parce que depuis la pluie commence à tomber, il ne peut pas supporter nous. Quand on s'est obligé de construire un neuf et qui est plus beau passer lui. Aurélien, luta un moment avec les mots. Que veux-tu, frère? On a éclairci pour le bois neuf. On a coupé pour la charpente et le fêtage des cases. On a refait les entourages des jardins. On ne savait pas nous-mêmes. L'ignorance et le besoin marchent ensemble, n'est-ce pas? Manuel voyait comme en songe l'eau courante dans les canaux, comme un réseau de veines charriant la vie dans le plus profond de la terre. Pour l'agriculture, il faut de l'eau. Pour la vie possible, il faut de l'eau. Pour faire l'élevage, il faut de l'eau. L'eau est incontournable. Cette question de l'eau, c'est la vie ou la mort pour nous. La salvation ou la perdition. Plus j'examinais cette question dans ma tête, plus je voyais qu'il n'y avait qu'un chemin. Tout droit. Faut chercher de l'eau. Jacques, toi qui connais si bien les collines de ton pays, tu verrais comment, tirant parti du relief et du sol argileux, de simples remblais de terre suffisent à créer de précieuses réserves d'eau pour traverser la saison sèche. Grâce à quelques averses, l'eau s'y accumule pendant la saison des pluies et transforme ces petites vallées en de véritables lacs. C'est dans les années 90 que Franklin en a initié la construction. Il y a une prise de conscience de la part de l'État ici qui voit la nécessité de venir en aide aux paysans et de donner une chance à l'agriculture. Cette terre nous a nourris pendant des générations. Elle est encore bonne. Elle ne demande qu'un peu d'eau. Dis-leur que la pluie viendra, d'avoir un peu de patience. C'est presque un miracle, toute cette machinerie, sur cette petite île. Capitaine de l'ombre, l'agronome et universitaire Wilson Célestin détient comme Manuel le mystère du sommeil de l'eau dans les veines des mornes. Au niveau pratiquement le plus bas, donc on est pratiquement au début de la saison pluvieuse, ça va monter et ça va passer là, puisque la vitesse de l'eau va augmenter. Et finalement, ça tombe dans un bassin de dissipation pour réduire encore la vitesse de l'eau et ça continue au niveau de la ravine. Elle sortait de loin, la source, songeait Manuel. Elle venait des reins même du morne, cheminant secrètement, filtrant avec patience dans le noir pour apparaître enfin dans la brèche de la colline, débarrassée de limon, fraîche et claire comme un regard d'aveugle. Les 100 lacs que nous construisons déjà, et les cumulés près de 110 hectares de superficie, avec une capacité totale d'environ 6 millions de mètres cubes d'eau pour le moment.
Moi, je pense qu'il faut vraiment par tous les moyens possibles, stocker, gérer, conserver de l'eau. Pareil à Manuel, Franklin a entrepris les paysans l'un après l'autre et a traduit en bon créole le langage exigeant de la plaine assoiffée, les promesses et tous les mirages de l'eau. Honneur, crie Manuel. Respect, répond l'Arivoire. Manuel s'avance rapidement. Les habitants le reconnaissent lorsqu'il arrive dans la lumière. Certains se lèvent, d'autres restent cloués sur leurs chaises, bouche bée, pétrifiés de stupeur. Je viens avec la paix et la réconciliation. Parle, dit l'Arivoire. On t'entend. C'est vrai, oui, ce que je répète. J'en fais le serment sur la tête de ma vieille maman. J'ai découvert une grande source. Franklin aime alors rappeler ce qui a constitué la force du pays, l'union, comme fer de lance de la révolution haïtienne qui a mené à la première république indépendante noire en 1804. Et tu écris, Jacques, que leurs yeux brillaient, rien qu'à l'entendre. Maintenant, comment a été construite cette société-là? Eh bien, c'est que vous avez 20% de la population qui possédait 80% de toute la richesse du pays. Et les 80% de la population n'avaient que 20% pour vivre. Et c'est ce pays qu'on faisait, avec une exclusion systématique de ceux qui travaillent, de ceux qui développent l'agriculture. Ils sont baptisés moun en dehors. Donc, on ne fait pas un pays comme ça. À ce moment-là, le paysan, donc c'est lui c'est lui qui sous-tend l'économie en grande partie, et il ne participe pas à la vie politique, ni à la vie économique, ni à la vie sociale. Ça, il faut changer. Qu'as-tu, mon fils? Maman, j'aimerais te poser une question. Comment était la vie avant? Dans le temps avant, l'axe aéropathe là, mon yo t'es passé en pile misère parce que yo t'es obligé de chercher côté qui gagne de l'eau, côté qui gagne rivière pour yo faire un petit morceau jardin. Mais c'est pas tout le monde qui t'a joindre. Non. Et quand nous t'es obligé de tendre saison la pluie arriver pour nous te faire jardin. Dès que saison la pluie a fini, eh bien tout travail est campé. Le bétail survit désormais à la saison sèche. Les oiseaux qui avaient déserté le pays reviennent. Ô plantes, ô arbres, s'écriait ton Manuel dans Les Gouverneurs de la Rosée. Si l'on est de pays, si l'on y est né, comme qui dirait natif natal, eh bien, on l'a dans les yeux, la peau, les mains, avec la chevelure de ses arbres, la chair de sa terre, les eaux de ses pierres, le sang de ses rivières, son ciel, sa saveur, ses hommes et ses femmes. C'est une présence dans le cœur ineffaçable. Je suis mes plants dans le pépinier et puis je couvre, je mousse, je casse les vins bon, je viens me préparer, je plante.
comme toujours, c'est même gens. Et maman. Bon, les ma bail soignant, on doit prendre encore 6 mois. Bail soignant. Mais passer en Grenade, on prend mon fait journal liberté, bien propre, et puis on finit mon sang. Elle est là, la douce, la coulante, la chantante, la fraîche, la bénédiction de la vie. Tu vois ce couple? J'ai retrouvé en eux Délira et Bien-Aimé, les parents de Manuel. Tu écrivais, depuis le temps qu'ils marchent ensemble dans la vie, cela fait une longue route. Aujourd'hui, ils irriguent leurs champs en toute saison, malgré des moyens rudimentaires. Comme toujours, les Haïtiens font avec les moyens qu'ils ont. Anaïs a étalé ses hardes à sécher sur les galets, ses robes, ses madras bleus, violets, rouges. Je fais piment, je fais tomate, je fais maïs, je fais petit mi, je fais manioc, pois Congo, banane, canne. Oui, c'était pour nous manger. Cette visite-là vient pour écrire votre jardin, en tirant votre photo, en entrant, ils pourront dire bonjour à nous. Bon, je commence à 5h du matin, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, jusqu'à midi. Bon, midi, je fais reposer à midi. Je commence à frapper encore à 11h, 1h. Quand il y a 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 5h, je me lague, je me repose. Mais la terre, c'est une bataille jour pour jour. Une bataille sans repos, défrichée, plantée, s'enrclée, arrosée jusqu'à la récolte. Et alors tu vois ton champ mûr, couché devant toi le matin sous la rosée. Et tu dis, moi un tel, gouverneur de la rosée. Et l'orgueil entre dans ton cœur. Après, il y a semblé quelques marchands, quelques filles qui ont connaissance, accompagner eux, et puis ils vendent tomates là, dans le jardin à filles, et puis filles même aller dans le grand marché, et puis ils revendent tomates là, et puis ils font un petit bénéfice pour avoir de la vie seulement. Quelques femmes s'étaient mises à supputer le changement et le bénéfice que l'arrosage apporterait. Combien de maïs pour le jardin? Combien de petits mil et de vivres? Et quel prix cela ferait au marché? Et nous ne sommes pas un peuple qui de tradition et va s'asseoir
attendre qu'on nous apporte des sacs de riz. Ce n'est pas notre tradition, ça. Parce qu'on a présenté l'histoire d'Haïti comme une histoire de bataille. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est une histoire de paysans qui se décarcassent, de paysans qui se battent pour avoir de la terre pour travailler. Malgré le manque de politique concrète, devant l'évidence des résultats et les demandes des paysans, l'État a confié à Franklin la construction d'une centaine de lacs. Le budget est de 21 millions de dollars sur 3 ans, générant plus de 4000 emplois. J'ai été impressionnée d'apprendre la construction de ces lacs sur tout le territoire. Un pays, cela ne se construit pas dans les airs, mais anneau par anneau, disait le poète antillais Aimé Césaire. Avec ce programme, des chantiers sont en cours ou à venir dans plusieurs régions qui subissent des pénuries d'eau. En 2008, avec les représentants paysans des 10 départements du pays, nous avions fait route de Hinche vers Latibonite, vers le deuxième plus grand lac artificiel du pays après le lac de Péligre, celui de Savane-Diane, achevé 1 an plus tôt. Il ouvrit les bras. Sa face était pleine de soleil. Il cria presque. Une grande source, un bassin rempli à ras-bord, capable d'arroser la plaine. Chacun en aura pour ses besoins et en suffisance. Et puis c'est peut-être pour la première fois qu'il y a une corrélation autochtone, nous avons dit qu'il y a une expertise en génie rural et l'État m'a délié pour jouer rôle ça. Là, nous faisons des choses, nous assurons suivi et nous menons à terme. Nous sommes allés dans l'autre pays pour voir comment vous faites. Oui, nous sommes allés en Belgique. Ok. Les représentants, curieux des moindres détails, questionnaient alors Franklin et les paysans de la région pour mesurer les avantages procurés. Avec une idée en tête, les promouvoir dans chacun de leurs départements. Dans la zone Sorété, oui, mais nous sommes souhaité que plutôt nous chercher quelques pieds maison belle, quelques pieds taillot, quelques pieds bananes, nous avons planté dans la source de l'eau qui a souci là. Dans 2-3 mois, nous sommes capables de récolter maison belle. Et en pile monde même les quelques monde les faire mais ils lagué bête. Oui, ils lagué bête. Est-ce que terrain n'est pas clôturé? Il pas clôturé. C'est tout le monde qui veut venir laguer bête. Le problème qui gagne on a une bête là. Ou ka ay nan jardin chaque jour pour manger, mon pas ka rendre bête chaque jour. Ou gen bête là c'est une caution pour le gros problème, c'est vrai. Mais jardin lou ka aller là même 3 fois par jour. N'importe jour, besoin patate ou besoin yam ou besoin banane ou ka couper pour bâtir. Poursuivant le rêve de ton Manuel, Franklin me dit qu'il est aussi question de rendre l'eau potable ou encore de développer l'écotourisme. Bon bagay nous prenons engagement là. Depuis là, nous prenons engagement. D'abord j'ai fait tout pays, tout paysan, tout plantek dans tout pays, on a pris compte là. OK. Nous pas prendre responsabilité pour nous bailler l'état charge là, au gouvernement charge. Le gouvernement c'est passé à passer. Nous même paysans n'a prêté. N'a pris responsabilité pour nous faire paysans qui dans dernier coin pays pour qu'on boit ici. OK, très bien. C'est dans zone côté organisation mais c'est dans zone côté dans une localité côté organisation. Partout je les croise, ces habitants du grand courage. Voilà Manuel exilé, qui tout comme les représentants paysans, réclame le changement. Aussi déterminé que ton Manuel, il a créé sa propre association pour faire bouger les choses. Notre organisation c'est OMJ VDJ
OMG VDJ. OMG VDJ qui signifie Organisation moderne des jeunes volontaires pour le développement du Chouanaria. Si nous connaissons besoin de changement, c'est marcher avec les jeunes. Si nous pas marcher avec les jeunes, c'est comme si le pays a vu plus mal toujours que les gens parce que ils ont décidé, au lieu de décider de penser à changement, ils pensent plutôt à détruire le pays. Non. Je te dis non. Pas de travail, pas de safran. Pas un brin d'herbe de couper. Si tu ne nous paies le juste prix du courage et de la peine de nos bras. Parce que anciens déjà fin corrompu déjà. Si nous restons en bas, nous-mêmes ne nous pas détachés de nous-mêmes, mon cher pays nous l'a fini net. La rage, c'était son droit et sa justice. On ne peut rien contre cela. Bon, avant pas j'aimerais au même. Quand le mois arrivé dans le plateau central, il y a 34 ans. Une expérience bouleversante qui peut mener nous dans tout le programme de la carte collinaire. C'était un petit grand monde, une petite madame qui était venue côté moi. Il dit moi gango. Je dis au gango. Je dis qui ça vous voulez? Il dit c'est pour manger. Moi ba le petit cob lui acheter manger. Une semaine après, madame est venue côté, elle me dit mais c'est vrai, tu es gentil, ou tu vas manger, mais tout dedans m'a fait mal. Il y a fois tu as cob pour me racheter dedans. OK, moi ba le petit cob lui racheter dedans. Il tourne côté 15 ans de jours, il dit oui mais ou tu es gentil, ou tu es formidable, ou tu vas me cob pour racheter dedans. Mais qu'on y a là à manger parce que je n'ai pas de dents. Ou entrer dans un cycle infernal, ou pas sortir même. Puisque plus vous agissez, c'est plus vous avez besoin pour répondre à eux-mêmes. Et c'est comme ça que moi je viens comprendre ça japonais au dia. Puis au lieu de mon nom poisson, plutôt le canapé. Ces lacs ne favorisent pas que l'agriculture, mais aussi l'élevage du poisson, ce qui représente actuellement 15% de la production nationale. Gamsi, là-bas, il va aller pour lever. Après, on va libérer le poisson. Allez. Tout là. Tout le temps, après, elle nous arrive. Oh, qu'est-ce qu'on est? Normalement, terre ça yo côté nous fait lac yo, ce sont des terres qui étaient presque pas de cap cultivées, qui pas de cap rien. C'est des terres qui c'est des sols capables de mettre pois Congo et petit mais qui plus résistant. Qui vivent en économie fermée, même si pas rien de l'appli, ils sont capables de faire du kembe, mais ils ont rêvé mourir parce que trop terre pas bon. Pour journée, on va recevoir 10 à 15 personnes qui viennent demander pour construire la pour eux. La construction de ces lacs a donc nécessité l'inondation des champs des paysans. Tu t'imagines que les gens furent d'abord réticents, pensant perdre des terres. Mais très vite, le terrain autour des lacs a pris de la valeur et chaque propriétaire de la terre inondée reçoit un pourcentage sur la pêche. Et donc moi je pêcher là côté fois et moi me garder ça faire des copines café tout dans la caille pas moi et la à peine fouiller qu'on y a là donc c'est l'année prochaine il y a comme ça on a bien poisson et c'est ça que j'ai participé que j'ai fait. Moun qui a une quantité de terre, chaque monde a une quantité de terre qui pas même quantité en bas de l'eau. Souvent, moun yo pas des fois pas arrivé satisfait de quantité de poisson. Là, yo regarde quantité qui était à quantité qui rejoignent. Mais yo pas tenir compte de moun qui a pêché yo, nous paye yo.
ils ont touché par livre. Oui, l'État est bon. Et je crois là bon. C'est pour les bons et je crois là bon. Parce que durant la saison, on a rempli en pile de l'eau qui passait pour Grémessi. On connaît toute responsable côté et la formé en pleine mer presque 3 carottes de longue. Puis longtemps, pile. Et la satisfaction. Ici, les paysans pas attendre avec Zorelli, ils attendaient avec Géli. Nous avons demandé, ouais. Et Jésus est rentré dans la dynamique ça tout. Et c'est là où Jésus était au bon paysan. Jésus t'a dit, Yahweh, il y a quoi? Moi, je suis un haïtien. Et vraiment, Haïti, c'est pays, mais je suis passé un temps de 6 années. Et dans Saint-Domingue, eh bien, vraiment, moi, comment le pays a organisé. Et l'autre bord Saint-Domingue, eh bien, il y a crédit sur les plantes canne. En pile fois, c'est vrai, nous avons de l'eau et il y a des gens qui ont envie de travailler et qui ne pas paraissent, mais vraiment qui n'ont pas de moyens. Tout comme lui, de nombreux paysans ont migré vers les villes en croyant fuir la pauvreté. Cet exode rural est aussi associé à une croissance démographique importante. La population a augmenté d'1 tiers en 10 ans, soit de 2 millions de personnes. À Port-au-Prince, 80% de la population subsiste grâce à un marché informel de produits de récupération et d'une production agricole menacée par les cyclones, l'érosion des sols et le dumping des produits étrangers. Mais Jacques, il faut que je te dise, le carnaval que j'avais filmé en 2008 a été annulé cette année. Et les chars des multinationales n'ont pas pu voler la vedette aux raras haïtiens. À la place, la terre a tremblé d'anarchie urbaine, d'aide internationale confuse, de terreur et d'eau jetée du ciel. Le séisme va changer tout, va changer l'haïtien, va changer sa mentalité. Regardez par exemple, autrefois, on parlait des enfants des rues. Okay, beaucoup d'enfants étaient dans les rues. Mais aujourd'hui, c'est presque la totalité des gens qui sont sous des tentes, qui sont dans les rues. Donc maintenant, nous sommes par terre, nous sommes de peu à genoux. Souvent, on a l'impression que la solution doit venir de l'extérieur, la solution au problème. Alors que moi, je pense que le changement en Haïti ne sera pas exogène. C'est un effort endogène qui va nous amener à faire ça. Dans sa lettre du 23 janvier 2010, Franklin incite les Haïtiens à ne pas se décourager. Nous devons nous mettre au travail. Nous devons rapidement mobiliser notre jeunesse et lui proposer le défi d'aller dans les champs pour creuser des bassins piscicoles, planter des légumes, rendre soin des victimes en installant des abris provisoires, aider les gens à dépasser leur traumatisme. Le moment de vivre là, c'est un moment difficile. Nous sommes vivions une tragédie qui dépassait longtemps. Tout ça, il y a un monde capable d'imaginer. Même si les filles au en pile, nous avons chance, nous toujours une famille, amis ou bien voisins qui là pour aider.
tant que nous pas ouais. Moi si Mounio madame non comment nous toujours été là toujours même côté. Moi toujours gardien là. Ou toujours gardien là. Combat yo même. Ça qu'a fait. Mes amis, parlez-moi de ou non. M'pas bien mal. Ça fait ça. La vie l'école la vie bidi pour moi. L'école la vie bidi. Et puis la vie a venu chez pour nous en pile. Quand on est ici, on ne pas travailler. On devient malade, bon, on ne pas travailler, il faut me voir à l'école. J'ai un petit film en 9e. En 9e? En 9e. Il y a un qui est en 6e. Il y a un qui est en 5e. Il y a un qui est en 3e. Qui n'a pas 10e année primée. Cafréamont? Cafréamont. Ok, dans l'école là. Tout. Ah, mon cher. Il avait toujours regretté, Emmanuel, de ne pas savoir les Écritures. Mais lorsque l'existence grâce à l'arrosage sera devenue meilleure, on demandera au magistrat communal du bourg d'installer une école à Font-Rouge. Il proposerait aux habitants de bâtir de bonne volonté une case pour l'abriter. C'est nécessaire, l'instruction. Ça aide à comprendre la vie. Et si l'habitant allait à l'école, certain qu'on ne pourrait plus si facilement le tromper, l'abuser et le traiter en bourrique. Franklin me dit que certains enfants viennent l'estomac creux à l'école, après 1 heure, 2 heures de marche, et ils font des malaises. Ou encore, il évoque le haut taux de mortalité des femmes enceintes en Haïti. Grâce à lui, en plus des lacs artificiels, des cliniques, des centres de nutrition et des écoles ont pu voir le jour. Parce que le pays a plus que 60% d'alphabet. Il faut promouvoir l'éducation de base. Et surtout avec formation professionnelle. Parce que tout système d'éducation nous gagnons ici, donc c'est élitiste qui prépare les gens plus pour notre pays que pour le pays ici. Là, il fait philosophie. Philosophie est métier. Hein? Là, on a gagné le baccalauréat, il y a un métier. Hein? Et ce système tout, on a dit, qui fonctionne à tête, mais qui n'est pas impliqué main. Et moi-même, je crois que toute connaissance au monde est dans la tête. Pas descendre dans la main, et qui pas sortir dans la main, remonter dans la tête, bien sur connaissance qui ne capte pas maintenant loin, sur connaissance qui capte fort tourner en rond. Et c'est pour ça ici là, si vous remarquez bien, nous avons l'école secondaire ici là. Mais si on a à partir avant il y a un bac 1, il vient de bac 2, il est censé avoir un métier manuel. Et s'il n'a pas un métier manuel là, il n'est pas capable de descendre bac dans l'école là. Là, c'est l'école entrepreneur agricole nous gagnons. Je ne pas dire technicien agricole. C'est entrepreneur agricole. C'est-à-dire que c'est un qui peut mettre propre entreprise par lui, qui peut faire propre investissement par lui, qui ne peut pas employer l'État, ni qui peut travailler pour l'autre monde. On travaille avec propre tête par lui. On a profité pendant tout de suite après le séisme de reprendre les cours de notre école d'entrepreneurs. Donc, c'est des jeunes qui produisent et des jeunes qui sont en train de planifier la production de la nourriture. Parce qu'à notre sens, dans les 6 mois à venir, nous devons être en mesure de nous nourrir, ou bien même en partie. Semblable à ton héroïne Anaïs, la fiancée de Manuel, voici Juliette, qui en plus d'être cultivatrice, est couturière. Machine ça, c'est
c'est la vie pour moi. Pour famille là. Parce que depuis que je suis comme ça, autant de honnêtes, depuis que je suis petit, 50 gouttes, 25 gouttes, je joue pour famille là. Ça fait, lui-même c'est un souci. On dit la classe en souci, métier ça c'est un souci. Tu vas t'affaiblir encore les yeux, dit Anaïs. Laisse-moi repriser la robe pour toi. Délira répond. C'est que c'est une occupation, ma fille. Je couds, et je raccorde l'ancien temps avec ces jours-ci. Manuel disait, je l'entends encore comme si c'était hier. Il me disait, la vie c'est un fil qui ne casse pas, qui ne se perd jamais. Et tu sais pourquoi? Parce que chaque nègre, pendant son existence, y fait un nœud. C'est le travail qu'il a accompli et c'est cela qui rend la vie vivante dans les siècles et les siècles. L'utilité de l'homme sur cette terre. Le séisme, qui a profondément déstabilisé le pays, fragilise encore plus la vie des paysans et rajoute aux préoccupations de Franklin. Les répercussions sur la vie à Hinche illustrent bien le problème national. Ah, la vie à Hinche, eh bien, il y a cette foule qui arrive de Port-au-Prince et qui fait une ponction très forte sur le reste de la population résidentielle. Donc, en termes économiques, parce que les gens qui étaient là, qui ont vécu un temps assez difficile, doivent aujourd'hui partager donc, le peu de choses qu'ils ont avec d'autres paysans ou bien d'autres gens venant de Port-au-Prince. Et c'est très lourd. C'est très, très lourd. Je connais le diable, comment il est. Je besoin de 2 petits, 3 petits là. Comment nous y est? Mais c'est ça pour nous faire pour de l'eau pas entrer dedans. Hein? Ok. Exactement. Il y a une madame qui écrit nous. C'est grand-mère nous. Oui. Il y a les conceptions. Nous connaissons? Oui. Il écrit nous. Il veut dire nous bonjour. Il veut dire la fête des matchs pour nous aller joindre en France. Oui. Nous voulons aller en France? Oui. Nous voulons aller en France? Oui. Nous qui sommes bel pays, ça, nous parlons dans un pays loin ça. Hein? Nous voulons aller dans un pays loin ça. Oui. Hein? Nous parlons d'Haïti. Parlons d'Haïti. Haïti crasé. Haïti pas crasé. Haïti c'est cerveau, c'est pas terre, c'est pas caillou. Mais on parle d'autres pays. On parle de seul pays là. On parle de 2 pays. Non. Sur seul là, Haïti. Si on parle de qui sont pas aimés. Si on parle de pays, qu'est-ce que ça va aimer finalement? Il va aimer cerveau. Il va aimer cerveau, il va aimer tête. Il va aimer tête. Monsieur Baudouin aimer tête. Tu vois, comme disait ton Anaïs, Manuel n'est pas mort. Non, il vit dans tous ceux qui ont foi que les hommes peuvent prendre leur avenir en main. En fait, tout le dévouement, en fait, tout l'enthousiasme, okay, la solidarité qui se dégage vis-à-vis d'Haïti, pour moi, je me dis, le monde devient un petit village. Et nous sommes condamnés à cohabiter ensemble. Et nous sommes condamnés à nous axer sur ce qui est essentiel, à bâtir un monde sur ce qui est essentiel, sur ce qui est durable. Un jour, quand nous aurons compris cette vérité, nous nous lèverons d'un point à l'autre du pays et nous ferons l'Assemblée générale des gouverneurs de la Rosée. Le grand convite des travailleurs de la terre pour défricher la misère.